Entretien de dimanche, bonjour à tous. Merci de nous accepter chez vous. Celui que nous recevons ce matin n'est pas politique, il est pourtant dans les politiques. Les politiques notamment de développement, c'est même un activiste de ces politiques-là, celles qui concernent le développement bien évidemment, de la sociologie à la démographie, en passant même par la politique. Il a ses parchemins, docteur, ingénieur, de quoi d'ailleurs séduit le gouvernement qui, le 11 décembre dernier, le 11 décembre 2019, l'a intégré dans ses équipes pour en faire un directeur adjoint là-bas au ministère de la Communication. Docteur Komlan Gilles Expédie Goyi, bonjour. Bonjour. Merci, malgré toutes les charges académiques, universitaires et même ministérielles alors, depuis décembre, d'accepter notre invitation ce dimanche. Merci. C'est moi. Alors, le jeudi 27 février dernier, s'est tenue une table ronde sur le financement de la mise en œuvre des stratégies nouvelles en matière de formation technique et professionnelle. Les fruits de cette table ronde-là, nous allons les décortiquer ce matin avec vous. La nouvelle stratégie elle-même, en quoi elle consiste, ce qu'elle change et ce qu'elle apporte de nouveau, ça aussi nous allons le passer en revue, mais on ne saurait faire tout ceci sans avoir d'abord fait l'état des lieux. Et donc, nous allons, avec la permission des amis téléspectateurs, vous demander, vous aussi, votre permission, mais pour faire l'état des lieux de cette éducation-là aujourd'hui, de cette formation aujourd'hui, à quoi ressemble-t-elle la formation au Bénin? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Avant de dire quoi que ce soit, je dois, comme d'habitude, remercier ETélé pour son invitation renouvelée. Parce que je suis arrivé ici il y a quelques fois, je suis déjà arrivé ici. Donc c'est toujours un plaisir renouvelé d'être ici avec vous. Et pour l'excellent travail que vous faites. Vous faites un excellent travail. Grâce aussi aux hommes comme vous. Comme mes autres amis journalistes que je salue au passage, mes autres amis des Ochettes, j'espère que vous ne serez pas jaloux. Vous faites tout du très bon travail. Et je me répète en disant que c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être ici ce matin. Surtout après cette brillante réussite que constitue la table ronde afférente à la stratégie nationale de mobilisation des ressources pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et vous avez déjà planté le décor. Notre entretien, ça aura deux dimensions, c'est-à-dire le passé, brosser le présent, pour nous projeter sur l'avenir. C'est exactement la démarche prospective dont je suis un expert aussi, toute modestie mise à part. Et je dois répondre immédiatement à votre question, à savoir quel était l'état des lieux. Comme à son habitude, le président Patrice Talon, qui fait toujours les choses différemment, a mis en branle une méthodologie imparable, avec rigueur et pondération. Il a patiemment mis en place le Conseil national de l'éducation. On avait connu un Conseil national de l'éducation. Mais le contenu de celui-ci, tout le monde reconnaît, à l'interne comme à l'international, que c'est un contenu exceptionnel, qui est habilité à insuffler un nouveau dynamisme au secteur de l'éducation, ce qui fait que dans le secteur de l'éducation, plus rien ne sera comme avant. C'est très clair ça. Maintenant, quelle est l'importance de la table ronde Est-ce qu'on n'ira pas, on va revenir à la table ronde, est-ce qu'on ne va pas insister, on ne va pas insister sur ce qui a provoqué ou ce qui a... J'en viens. C'est-à-dire, je suis en train d'aller méthodiquement. Nous sommes au présent. D'accord. Nous allons d'abord rendre hommage au présent avant de dire ce qui se passait. Tout à fait. Pour nous projeter dans le futur. C'est ce que j'appelais la démarche prospective, encore que la démarche prospective rigoureuse aurait voulu qu'on fasse d'abord la rétrospective, c'est-à-dire ce qui se passait pour venir au présent et avant d'aller à l'avenir. Mais avec l'introduction que j'ai faite, il était tout à fait normal de procéder ainsi, c'est-à-dire rendre d'abord hommage à l'artisan premier de cette situation, le président Patrice Talon, pour montrer la méthodologie rigoureuse qui a été mise en œuvre. Allez-y. Donc maintenant, ce décor planté, qu'est-ce qui se faisait? Tout le monde le sait. Et je ne veux pas utiliser des mots étrangers, des mots violents, non. Mais ce qui se faisait, tout le monde le sait, c'est qu'il
il y avait, je n'aime pas utiliser ce mot, donc je ne vais pas l'utiliser, le mot pagaille. Une certaine pagaille s'observait, ce qui fait que il y avait des mécontentements périodiques et sectoriels. Les syndicats étaient tout le temps dans des revendications plus ou moins justifiées. Le gouvernement, les gouvernances passées n'étaient pas vraiment disposées à les écouter totalement, de telle sorte que c'était des bras de fer continus entre gouvernement et syndicats. Aujourd'hui, la situation a nettement changé sans que le président Patrice Talon ait crié, sans qu'il ait menacé qui que ce soit. En quoi ça? On ne l'a pas suffisamment relayé, mais en fin décembre passé, les milliards que le président Patrice Talon a fait libérer pour payer les arriérés salariaux, le secteur éducatif en a énormément profité puisque les enseignants constituent une masse extrêmement importante des salariés de ce pays. Et ces milliards que le président Patrice Talon a fait libérer pour payer les arriérés salariaux, c'est dommage, on n'en a pas suffisamment parlé, à mon avis. Mais voilà des enseignants, voilà des acteurs majeurs du secteur éducatif qui n'ont pas eu à crier une seule fois, qui n'ont pas grogné une seule fois, mais qui ont eu satisfaction, qui ont vu des revendications satisfaites totalement. C'est pour ça, vous l'avez remarqué, les fêtes de fin d'année, les fêtes de fin d'année 2019 ont été particulièrement comestibles, ont été comestibles. Il y avait la joie partout, il y avait des sourires auparavant constipés qui étaient devenus rayonnants sur tous les visages, simplement parce que le président Patrice Talon a jeté la joie dans ce secteur-là. Simplement parce que je l'avais dit à l'entame, le président Patrice Talon a toujours maîtrisé depuis toujours que le secteur de l'éducation, c'est ça qui va propulser, c'est ça qui va insuffler un nouveau dynamisme au développement de ce pays. Parce que comme je l'ai dit, qui a raté l'éducation d'un pays a raté son développement. Les grandes nations aujourd'hui doivent leur situation de prépondérance à leur système éducatif performant. Et vous l'avez remarqué, je ne fais ombrage à personne, vous avez remarqué que dernièrement, le ministre Kako Maouignon, sous l'éclairage du président Patrice Talon, a montré qu'on va très, très rapidement insuffler un nouveau dynamisme à nos langues maternelles, au primaire et au secondaire. Donc l'un dans l'autre, c'était ce qui se faisait. Et les acteurs majeurs étaient plus ou moins négligés, n'ayant pas peur des mots. Les acteurs majeurs n'étaient pas suffisamment écoutés. Et il n'y avait pas la vision nécessaire pour envisager un secteur éducatif porteur de développement. Voilà le passé. L'actualité. Mais depuis moins de 4 ans que le président Patrice Talon est là, je l'ai rapidement brossé, de plus en plus c'est la joie dans le secteur. Les choses sont en train d'être mises en place. Et on doit autant, le second nom de Dieu, on doit autant le bon travail qu'il a fait. Quel est ce bon travail? Ce travail de salubrité qui a fait que nul n'est éternel. Les responsables syndicaux brailleurs ou braillards, les responsables syndicaux jusqu'au boutiste, le temps faisant son œuvre, ils ont été obligés, souvent malgré eux, on a vu des responsables syndicaux couler des larmes quand ils devaient partir dans ce pays en partant. Mais il fallait qu'ils partent parce qu'ils devraient partir, c'est le temps qui a fait son œuvre. De telle sorte qu'on doit rendre hommage aux responsables syndicaux jeunes, relativement jeunes, parce qu'ils n'étaient pas vieux, les jeunes responsables syndicaux qui sont là, qui sont en train de faire le syndicalisme autrement. Le syndicalisme de développement, c'est-à-dire, il n'a plus de bras de fer, il n'a plus d'invectives outrageantes ou outrancières, de telle sorte que, posément, dans la concorde civile, dans la concertation appropriée, les choses se mettent en place. Le Conseil national de l'éducation est déjà là, qui a commencé avec ce aréopage de personnalités. Voilà maintenant qu'on vient de réussir brillamment une table ronde. Une table ronde, ne l'oublions pas,
qui, à mon avis, personnellement, est une prime à la reconnaissance de la crédibilité du Béninois numéro 1, c'est-à-dire la crédibilité du président Patrice Talon. Parce que vous avez remarqué, dès qu'on entend son nom quelque part, tout le monde est content et tout le monde s'engage. On a vu des tables rondes dans ce pays, non? N'est-ce pas qu'on a vu une fameuse table ronde qui a été délocalisée même à Paris? Qu'est-ce qu'il en a été? De telle sorte que c'est cette confiance que le nom Patrice Talon incarne, opérateur économique comme d'affaires qui a brillamment réussi, il n'y a nul doute. Donc c'est ce nom, c'est la crédibilité à ce nom qui est la prime à la reconnaissance. Donc qui est la prime à ce succès éclatant, à ce succès brillant de 323 milliards qui représente 107% des prévisions. C'est-à-dire que c'est comme d'habitude, c'est aller au-delà des espérances. Pourquoi? Simplement parce que les partenaires technico-financiers ont foi et ont confiance en cette gouvernance du président Patrice Talon qui n'a même pas encore fait 4 ans et les succès sont déjà innommables. Ils sont nombreux. Donc voilà un peu ce que on peut dire très rapidement. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On reviendra sur ça si c'est nécessaire. Mais voilà ce que je peux dire très rapidement du passé, du présent et de l'avenir. L'avenir, c'est quoi? L'avenir est rose. L'avenir est totalement rose simplement parce que la filière éducation, la filière enseignement technique fait formation professionnelle, c'est le domaine de l'avenir. Pourquoi? La sociologie des peuples a montré que, c'est très clair, toutes les sociétés humaines sont des sociétés technologiques. La technologie, c'est quoi? Pour parler simplement, c'est le langage technique du développement. C'est-à-dire, la technologie, c'est le monde des outils liés au savoir-faire. On ne peut pas dire que la technologie est découverte. La technologie a toujours été vécue. Mais du fait de la mondialisation, du fait de la globalisation, la technologie n'est plus l'apanage d'un peuple. Elle s'est diffusée et s'impose d'emblée à tous les peuples, à toutes les collectivités. Prenez le cas des réseaux sociaux. Une information tombe ici, une seconde après, c'est déjà partout dans le monde. Donc, le Bénin se doit d'être au diapason, n'est-ce pas, des nouvelles exigences du développement du monde. Le Bénin ne pouvant pas rater le coach, le président Patrice Talon a estimé qu'il est nécessaire d'insuffler un nouveau dynamisme, c'est-à-dire le dynamisme approprié au secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, secteur hautement pourvoyeur de richesses, hautement pourvoyeur de denrées, toutes choses dont on a besoin pour le développement. Donc voilà très rapidement ce que je peux vous dire concernant la technologie, comme je l'ai dit, c'est le langage technique du monde vécu. C'est-à-dire c'est la civilisation faite culture, donc qui voit technologie, voit nécessairement culture, et qui parle de culture voit automatiquement idéologie, c'est-à-dire l'idée en action, l'idée agissante. C'est pour cela qu'il y a des technologies dominantes et des technologies, sinon subjuguées, du moins des technologies vécues. C'est-à-dire celles-là qui sont là pour adapter, pour approprier les technologies à son vécu quotidien. C'est pour ça qu'on parle de technologie appropriée, c'est-à-dire technologie adaptée aux besoins du moment. Alors, on va prendre tout ceci comme étant, on va dire, votre façon à vous de planter le décor. Alors, avant l'avènement de Patrice Talon, ensuite de son équipe, il y a quand même que on a toujours entendu la même récrimination contre l'école, elle, qui est désormais le laboratoire d'où sortent beaucoup de chômeurs. Absolument. Il y a cette récrimination-là. Il y a eu aussi des tentatives de solutions. Absolument. Mais toujours les mêmes effets après chaque règne, si vous voulez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans la stratégie? La stratégie, celle dont vous parlez, elle consiste à quoi? Elle veut changer quoi? C'est excellent, votre question. Je vais simplement vous dire que votre question pose le problème d'un changement de paradigme.
changement de paradigme en ce sens qu'il y avait un certain déterminisme qui agissait. Le déterminisme, c'était quoi? Vous avez sorti le mot récrimination. Le mot récrimination qui n'a pas grand-chose à envier à une certaine fatalité. La fatalité, c'était quoi? C'était que pendant longtemps, on a toujours parlé de l'absence de l'adéquation de la formation à l'emploi. Je vais vous surprendre en disant que la première fois, moi, j'ai entendu cette expression. J'étais en deuxième année de sociologie en 1982. C'était l'UNB, l'Université nationale du Bénin. Donc à l'époque déjà, on parlait de l'inadéquation. À l'époque déjà, en 1982, vous pouvez vérifier les archives si elles ne sont pas brûlées, si elles ne sont pas abîmées, parce que nos archives sont très mal conservées. Mais les documents doivent être encore là. C'est en 1982, en tant qu'étudiant de deuxième année sociologie, anthropologie de l'UNB, nous avons pendant 2 semaines été recrutés comme enquêteurs de l'enquête adéquation formation emploi. C'était un consultant français, je crois, c'est Bourgeot, en tout cas Bourgeot, quelque chose là, qui était venu comme consultant principal faire cette enquête du ministère de l'enseignement. C'était le ministère de l'enseignement supérieur, je suis toujours, d'accord. Et je dois le rendre hommage ici, l'un de mes anciens professeurs, Oussou Grégoire, qui était directeur général de l'INSAE, Institut national de la statistique et de l'analyse économique, qui avait été le partenaire, le bras outillé, parce que c'était l'INSAE qui assurait l'expertise technique de cette enquête-là. Donc, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, en bonne concertation avec le ministère, c'était le ministère de plan, de l'analyse, quelque chose comme ça là. Nous avons été recrutés de façon privilégiée parce que étudiants de deuxième année sociologie en 1982. Axé sur les recherches. Voilà. C'était notre premier gros exercice pédagogique parce qu'il fallait nous montrer comment appliquer les notions théoriques, les notions méthodologiques théoriques au terrain. Donc c'était bien et c'était une très belle expérience qui m'était restée. Malheureusement, les conclusions de cette étude, bon, cette étude avait été financée par la France. J'ai parlé tout à l'heure d'idéologie. Peut-être que l'utilisation qui a été faite des résultats de cette étude a satisfait l'utilisation, a satisfait les bailleurs de fonds. Toujours est-il que la situation est ce que nous avons connu jusqu'à l'avènement de cette table ronde, qui, je le disais, est une première historique dans le secteur de l'éducation, puisqu'on n'avait jamais connu ça. Alors, quand vous parlez de ces recherches auxquelles d'ailleurs vous avez participé, cette enquête-là qui a établi de l'inadéquation entre formation et inadéquation formation-emploi. Voilà, l'inadéquation formation-emploi. Il y a quand même qu'aujourd'hui, il y a une question à se poser. Est-ce que finalement, aussi, le Bénin n'est pas victime de l'inflation des diplômes, si vous voulez, le nombre tous les jeunes sont diplômés. Non. Ce n'est pas ça le problème. Ce serait jeter de l'opprobre sur l'école d'abord et sur le sacerdoce auquel les enseignants sont astreints. D'une part, et les gros sacrifices, les énormes sacrifices auxquels les parents ont constamment consenti pour la scolarisation et la scolarité de leurs enfants. On ne peut pas parler d'inflation de diplôme. J'ai dit à l'entame que chaque société ne se pose des problèmes qu'elle peut résoudre. C'est un principe marxologue. Ce qui veut dire que quoi? Que s'il y a nécessité de diversification, s'il y a nécessité de libération de l'obtention des diplômes, c'est parce que cela s'impose. On parle d'inflation de diplômes alors que on parle dans le même temps de pénurie d'enseignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inadéquation entre la formation et l'emploi dont on parlait se pose d'une autre manière dans ce domaine-là aussi. Les diplômés, avant l'arrivée du président Patrice Talon, il y a moins de 4 ans, quelle utilisation était faite
des diplômés. N'est-ce pas que le pays dépensait des milliards pour assurer la formation des gens dont on ne se préoccupait plus de l'avenir, des gens ayant consommé des milliards du pays, restaient à l'étranger. On a beaucoup applaudi la mesure gouvernementale qui consiste à faire signer un contrat de retour au pays à l'obtention de la bourse. Et j'ai dit sur une émission, je crois que c'était sur Radio Tokpa, je crois, j'ai dit que cette mesure du président Patrice Talon n'est qu'une concrétisation, n'est qu'une nouvelle opérationnalisation d'une mesure qui existait depuis. Qui ne s'appliquait pas. Moi, je me souviens, quand j'ai réussi à mon concours d'ingénieur démographe en 1985 pour aller à ma formation d'ingénieur statisticien démographe à l'Institut de formation et de recherche démographique à Yaoundé, au Cameroun, j'ai signé un engagement décennal. C'était peu à son âme la mère de votre collègue là, Ballet, Madame Elisabeth Ballet, qui était le chef de la circonscription, le chef du 5e arrondissement au Champ de Foire. C'est elle qui avait signé, avec sa grande signature masculine, mon engagement décennal. Je n'étais pas le seul. Servi pendant 10 ans au moins. Après la formation, revenu, servi au moins pendant 10 ans l'État. Là encore sous peine de poursuite. On l'a dit. Bon, je n'étais pas seul. On était un certain nombre. Ça fait son effet, tout le monde est venu. Non, j'en viens, mon cher ami. Bon, moi, et en bon béninois discipliné, moi, je suis revenu après ma formation d'ingénieur statisticien démographe. Des gens sont restés là-bas. Ah, oui. Des gens sont restés là-bas et Yaoundé a été le tremplin à une immigration internationale. Ça, c'était le premier cas qui m'avait marqué. Le second cas qui m'avait totalement abattu, c'était en 1992, où je devais aller au Canada avec la bourse de la francophonie pour aller faire mon doctorat en démographie. On était un contingent. À peine nous sommes arrivés à Montréal, certains étaient à Québec, d'autres à Ottawa, on s'était dispersé, Trois-Rivières, Chicoutimi. À peine on est arrivé que des gens ont commencé par envisager, que les gens ont commencé les démarches pour avoir le statut de résident. Ils ont obtenu ce statut, ils sont restés là-bas. Je ne vais pas citer de nom, mais s'ils regardent cette émission, ils se reconnaissent. De telle sorte que voilà des mécanismes qui avaient été mis en place pour assurer la formation au niveau général, mais surtout au niveau technico-professionnel, parce que dans ce contingent, il y avait des gens qui avaient des formations pointues, télédétection, télématique, et ainsi de suite. Mais aucune mesure de suivi-évaluation, aucun mécanisme de suivi-évaluation n'avait été mis en place pour envisager l'utilisation optimale de ces ressources financées à grands frais. Un. Deuxièmement, il y a aussi lieu de s'interroger sur cette coopération bilatérale ou multilatérale qui consiste à dire, bon, nous mettons des bourses à la disposition du pays pour former des cadres et on forme ces cadres et on favorise encore leur intégration dans le pays de formation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mécanisme rigoureux de blocage de ce truc-là. Ce qui fait que la fuite des cerveaux constituait et continue de constituer un problème que la gouvernance du président Patrice Talon est en train de vouloir juguler vaillamment. Donc voilà, l'un dans l'autre, il n'y a pas inflation de diplômés. C'est très bien qu'il y ait de plus en plus de jeunes diplômés. Et moi, j'ai toujours été, par exemple, émerveillé. Quand je vais aux soins, pour mes genoux, par exemple, quand je vais aux soins, j'ai toujours été émerveillé de voir de jeunes, de jeunes personnes. Vous pensez que ce sont des étudiants, mais non. Ce sont les médecins soignants, ce sont les médecins traitants. Hein? Ce qui fait qu'avec les choses, déjà, avec 3 ans, 25 ans, ce auquel nous ne pouvons jamais rêver à notre époque, il y a des médecins, il y a des docteurs en médecine
qui ne sont pas des enfants dans le domaine. Ils sont jeunes en âge, mais ils sont très performants en matière de soins et de traitement. Donc, façon de diplôme, je ne vois pas. Et c'est cette vilaine façon de voir les choses, c'est-à-dire galvauder l'importance du diplôme, qui a fait qu'un de vos collègues, je ne veux pas citer le nom, a commis l'erreur de dire qu'il y a des doctorats frelatés. Les doctorats frelatés, ce sont des écarts de langage que les gens doivent éviter. Parce que le doctorat, là, on l'a ou on ne l'a pas. C'est très clair. Et sans doctorat, vous ne pouvez pas enseigner dans l'enseignement supérieur après une certaine formation initiale. Alors, même dans les pays développés, le Canada que je connais très bien, au Canada, il fut un temps où le master était le plus grand diplôme. Ce qui fait que plein de mes professeurs titulaires à l'Université de Montréal n'avaient que le master. Mais le master qui était le plus grand diplôme, leur avancement avait été basé sur leurs travaux scientifiques, leurs publications. De telle sorte que c'était le passé. Actuellement, eux aussi, comme ils sont dans le système LMD, ils ont été obligés d'envisager le doctorat dans l'enseignement supérieur. Pour s'aligner aux normes. Pour s'aligner aux normes. Donc, l'inflation des diplômes dont vous parlez n'en est pas une. Ça obéit à la nécessité de la mise en œuvre du système LMD, parce que c'est l'enseignement, c'est l'éducation globalisée. Alors, peut-être une autre question, la part de l'enseignement professionnel, technique, si vous voulez, direct dans notre système éducatif. Je l'ai fait, c'est-à-dire, je l'ai fait voir. C'est une part prépondérante, c'est-à-dire le développement. Mais pour le moment, elle n'est pas si élevée, cette part-là. Bon, disons qu'actuellement, je crois, cette part est à 11%. 11%, et le président Patrice Talon veut multiplier ça par 6,4, c'est-à-dire faire passer ça à 77%, je crois. C'est-à-dire passer de 11% en 2019 à 70% en 2030, c'est-à-dire dans une dizaine d'années. Dans une dizaine d'années. Et avec ce monsieur, c'est bien possible. Hein. Vous savez qu'il ne rate jamais rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là je me répète, l'enseignement technique et professionnel qui est manifesté par la formation technique et professionnelle, c'est ça qui va insuffler la dynamique nécessaire au développement de ce pays. Donc, ça veut dire que et je l'ai dit, hein, c'est le secteur pourvoyeur de devises, c'est le secteur créateur de richesses dont le développement se nourrit. Alors, par rapport à ça, des choses ont été faites, hein, je l'ai dit. On ne peut pas dire que des choses ne sont pas faites. Puisque si rien n'avait été fait, on ne serait pas à 11% en 2019. Mais ça reste faible. Mais très tôt, c'est juste un rappel, dès l'arrivée du président Patrice Talon, il s'est saisi de ce domaine en réactivant, en insufflant un nouveau dynamisme au lycée technique, notamment les lycées agricoles, par exemple. Existantes. Et je me souviens, si je ne me trompe pas, à Kassato ou à Glo, il y a un lycée technique conçu par les Chinois. Je me souviens que quand le président Patrice Talon est arrivé, des mesures ont été prises pour que tout ce qui ne marchait pas rond, les canalisations, l'électricité, tout avait été mis en œuvre pour rendre fonctionnel et dynamique ce centre de formation technique et professionnelle. Et puis ce n'est qu'un exemple. Les autres établissements de formation technique et professionnelle pour leur compte. Docteur, il y a quand même que nous parlons d'un passage en une dizaine d'années d'un taux de 11% à un taux de plus de 70%. Multiplié par 6,4, ce pourcentage. D'accord. En pratique, comment est-ce que ce passage se fera? Sans doute, c'est pour ça qu'il y a dû avoir la stratégie. La stratégie, justement, en quoi
elle va favoriser ce passage-là? En quoi consiste-t-elle dans la pratique? Très bonne question. Disons simplement que la stratégie nationale mise en œuvre pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est ce qu'on peut dire une stratégie gagnante dans la concorde. Qu'est-ce que ça veut dire? L'époque où on demandait aux partenaires techniques et financiers de financer des projets, de financer des projets dont les ressources disparaissent comme du sel dans la sauce. Et on dit quelque temps après que le projet est clôturé. Parce que l'argent, vous savez où est parti l'argent. Cette époque est révolue. L'originalité de cette stratégie maintenant, c'est que les partenaires techniques et financiers qui vont engager leurs ressources financières, ils ont l'œil là pour voir comment ils sont directement impliqués dans la mise en œuvre, dans la réalisation des choses. Il n'y aura aucune opacité, donc c'est la transparence totale, comme ce qui caractérise la gouvernance de ce président-là. Mais ceci dit, les partenaires restent les mêmes. Hein. On ne change pas de paradigme en matière de choix de partenaires. Est-ce que les partenaires restent les mêmes? J'ai loué le second nom de Dieu, le temps. Les dénominations sont là. Hein. L'UNICEF, le nom n'a pas changé. Le PNUD, l'UNFI, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, l'UNDP, l'USAID, les noms n'ont pas changé. Mais ces partenaires techniques et financiers ont toujours ajusté leur politique aux contraintes ou aux contingences du moment. De telle sorte qu'on peut dire que ce sont les mêmes techniques, on peut dire que ce sont les mêmes partenaires techniques et financiers dans leur dénomination qui restent intangibles pour nécessiter de traçabilité dans le temps. Mais la façon de faire les choses, ce qu'ils appellent plan d'action, ce sont les bénéficiaires que constituent les pays qui déterminent les échéances de ces plans d'action. De telle sorte que l'un dans l'autre, ces partenaires techniques et financiers respectent bien leur dénomination. Partenaires techniques et financiers, ça veut dire que ce sont des acteurs majeurs d'accompagnement des politiques de développement des pays qui ont sollicité leur contribution. Dans le cas du Bénin, la stratégie nationale, ça a été conçu par les Béninois pour les Béninois dans le système éducatif béninois. Et l'originalité de cette stratégie nationale, c'est que cette stratégie nationale ne va pas se déployer en l'absence de l'œil vigilant du Conseil national de l'éducation, qui constitue l'essence suprême. Il est vrai que la stratégie nationale avait été conçue avant la mise en place du Conseil national de l'éducation, mais très rapidement, les ajustements nécessaires ont été faits. Et c'est en bonne harmonie que le Conseil national de l'éducation va contribuer à la mise en œuvre rigoureuse et efficiente de cette stratégie nationale-là. De sorte que l'un dans l'autre, disons que c'est l'attelage au succès dans le secteur de l'éducation qui est mis en place désormais pour ce pays qui en a grand besoin. On sait que généralement, surtout au niveau du secondaire, on peut se garder de parler du primaire. Il y a que ce sont les collèges d'enseignement généraux qui pullulent, qui sont un peu partout. Pour passer de 11 à plus de 70%, ça voudra dire forcément que l'ossature, la structuration même de nos unités de formation changera. Est-ce qu'on peut en avoir déjà une idée ou on va apprendre à être patient en attendant de voir en quoi ça va se décliner? Non, être patient, non. La gouvernance du président Patrice Talon l'a déjà clairement annoncé. Je rends hommage ici au ministre Kapouma Ouyon. Il a très clairement dit, d'ailleurs, vous avez remarqué,
aux dernières nouvelles, vous avez écouté comme moi, la radio comme à la télévision, on a martelé que une importance particulière va être accordée désormais aux établissements d'enseignement technique. La phrase est lâchée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les efforts nécessaires vont être faits pour un amour renouvelé pour l'enseignement technique. Il fut un temps où les apprenants, parce qu'on les a effrayés, je dis bien, on les a effrayés sur les matières scientifiques. Oh, les mathématiques sont trop dures, les sciences physiques sont trop dures. Les apprenants, sans connaître ce que c'est que A, ont fui pour aller vers B, alors qu'ils avaient les potentialités à réveiller simplement pour qu'ils se sentent à l'aise dans ces matières. Donc il y a beaucoup des gens, ce qu'on avait appelé littéraires, et qui sont allés là-bas par manque d'information et par erreur d'orientation. Tout ça là, on veille désormais. Sera géré. Alors, on peut aborder la table ronde elle-même le 27 février dernier. Docteur, en quoi ça a consisté? Comment est-ce que ça s'est passé? Qui étaient, on va dire, les parties prenantes? Très bien. Comme je l'ai dit, c'est une initiative totalement gouvernementale. La stratégie nationale dont vous parlez a été conçue, et je me répète, a été conçue par des cadres béninois, pour des apprenants béninois, pour le développement du Bénin. Vous insistez là-dessus parce qu'il y a quand même le spectre de nouveaux programmes importés. Très bien, vous avez vite compris. En fait, je suis en train d'insister sur ça parce que, bon, les nouveaux programmes ont leur réputation. Nous ne sommes pas ici pour en faire le procès. C'est pour ça que c'est vous qui avez sorti le mot, ce n'était pas moi. Effectivement, il y a une certaine puanteur. Il y a une certaine puanteur qui accompagne les nouveaux programmes, souvent à tort. Parce que l'approche par compétence, l'APC, si les dispositions nécessaires avaient été prises pour sa bonne opérationnalisation, il y a des choses dedans. C'était exactement comme notre école nouvelle qu'on avait connue sous la Révolution. Ça a un potentiel extrêmement novateur, ça a un potentiel développementaliste tout à fait louable. Mais nous étions dans un contexte où on ne prend pas le temps d'approfondir les choses, on ne prend pas le temps de mettre en œuvre les choses rigoureusement. De telle sorte que la stratégie nationale, et là j'en viens, est venue corriger ça. C'est la première fois que nous avons une stratégie nationale du secteur de l'éducation dans ce format-là, où tout est partie prenante sur la base d'un document bien élaboré. Les parties prenantes se sont prononcées. Personne n'a été obligé à se positionner. D'abord, personne n'a été mis à l'écart et personne n'a été obligé à se positionner. C'est librement, et j'insiste sur cet adverbe-là, c'est librement que les gens se sont positionnés. Simplement parce que le diagnostic est partagé aussi. Le diagnostic est bien établi, voilà. Le diagnostic est bien établi. Et si le diagnostic est bien établi, la politique appropriée est mise en œuvre et on est à l'aise. C'est pour cela, et on doit rendre hommage à ça, le conseil exécutif qui concerne l'éducation et qui est dans un environnement de Verdecol, dans une petite ruelle là, a fait du bon travail. A fait du bon travail en ce sens que c'était des acteurs qui ne faisaient pas beaucoup de bruit, mais qui travaillaient à faire le bon diagnostic du système éducatif. Et c'est la conjugaison de ces énergies, c'est la fédération de ces énergies-là, toutes consentantes. Bonnes initiatives, toutes consentantes. Donc, énergie préoccupée par le développement du secteur, c'est à ce moment
parce qu'on a parlé du plan décennal de l'éducation, PDE. J'ai été consultant dans cette affaire il y a quelques années. Le plan décennal de l'éducation, le travail fait par le secrétaire exécutif, c'est-à-dire la stratégie nationale est en filiation directe avec ce travail qui a été fait. Ce qui fait que c'est une stratégie bien pensée sur la base de documents bien élaborés. Ça ne pouvait pas échouer. Ça ne pouvait pas échouer parce que le plan décennal de l'éducation, c'est financé par la Banque mondiale et d'autres partenaires, j'imagine. À partir de cet instant, ça veut dire que la situation a toujours été suivie. Et vous l'avez dit, le diagnostic a été bien établi. Le diagnostic bien établi, il devient consensuel. Donc le diagnostic consensuel, c'est sa mise en œuvre qu'a ébranlé la stratégie nationale. De telle sorte que c'est avec grand enthousiasme que les partenaires techniques et financiers se sont positionnés et on en est à ce brillant résultat de 323 milliards qui constitue 107% des attentes. Ces attentes-là, que représentent-elles dans ce dont on a besoin justement pour, on va dire, mettre en branle la stratégie? Ah, c'est le nœud gordien. C'est-à-dire, on peut dire que c'est le talon d'Achille. Vous connaissez le talon d'Achille, c'est vital. C'est par là qu'on apprécie la force du secteur. C'est par là que sa faiblesse aussi peut arriver. Or, avec la stratégie nationale, les dispositions nécessaires sont prises. Le mécanisme nécessaire est mis en branle pour que ce salon d'Achille soit agissant, parce que renforcé par les besoins diagnostiqués du secteur. De telle sorte que l'un dans l'autre, c'est ce qui va être fait, c'est ce dont le Bénin a besoin, c'est ça qui a été ébranlé à cette stratégie nationale. Ce qui fait que, comme c'est une gouvernance sérieuse qui est là, on peut s'attendre à une belle révolution dans le secteur de l'éducation, parce que, j'insiste, moi j'ai foi en ça, il y a le Conseil national de l'éducation qui est là, qui constitue la vigie stratégique du développement du secteur de l'éducation. Et par rapport à ça, nous devons tous être à l'aise que demain sera nettement meilleur qu'aujourd'hui, de telle sorte que l'optimisme est de mise fondamentalement. C'est vrai que vous n'avez eu de cesse de le répéter. La gouvernance, elle est nouvelle. D'abord, déjà, le chef de l'État, par sa nature, met en confiance les partenaires. Les preuves sont là. Oui. Un dépassement des attentes en termes donc, de mobilisation de fonds. Alors, reste bien évidemment à se demander à quand les débuts de la mise en application de cette stratégie nouvelle. Vous le savez, avec ce monsieur, les choses ne traînent pas. Avec le président Patrice Talon, avant que quelque chose ne soit ébranlé, les mécanismes de sa mise en œuvre, de sa mise en application sont déjà là. Je fais une petite digression pour le projet Pipeline. N'est-ce pas que des tonnes de matériel sont déjà là? Non, ça va pas traîner. Ça ne sera pas une table ronde de plus. Non, c'est faux. C'est-à-dire les discussions sont déjà prises pour que les choses démarrent très très rapidement. La preuve, vous avez vu, c'est une stratégie nationale qui couvre la période 2020-2030. Nous sommes déjà en février, vous verrez que très rapidement les choses vont commencer. Et elles ont déjà commencé parce que la table ronde a eu lieu. La table ronde est une composante majeure, déterminante de l'action dans le secteur. Donc il n'y a aucune inquiétude à ce que les choses se mettent très rapidement en branle pour le bien du secteur.
ceci dit, on imagine aussi que ce n'est pas, on va dire, le seul cadre où le gouvernement, bien évidemment, tente de mobiliser les fonds. Il y a quand même une part sans doute qui revient à l'État lui-même en termes de mobilisation de fonds. Oui, et comme je l'ai dit, nous avons affaire à une gouvernance responsable. Un gouvernement qui a toujours joué sa partition. La preuve, le Bénin a été félicité il y a quelques mois. Le Bénin a payé toutes ses cotisations à l'international. Toutes ces cotisations. À l'international, par exemple. Je ne vous apprends rien. L'intégralité de la dette en direction de la CEB, ça a été épongé par le gouvernement. Le Bénin ne doit plus un seul franc. Le Bénin ne doit plus un seul centime à la CEB. Alors qu'on devait à la CEB des milliards, la CEB qui en faisait un objet de chantage. Non seulement le président Patrice Talon a brillamment résolu le problème énergétique, mais il a aussi résolu le problème de dette. Il a effacé l'ardoise. De telle sorte que c'est un monsieur tout à fait crédible. Et c'est cette crédibilité qui rend sa gouvernance absolument crédible. Et ça inspire confiance et volonté de partenariat avec le Bénin. Ce qui est la partition du Bénin va être brillamment jouée. Et c'est d'ailleurs parce que les partenaires techniques et financiers sont rassurés par ça qu'ils se sont engagés. Parce que dans un contexte mondial de rareté des ressources financières, plus aucun partenaire technique et financier ne s'attend à voir ses fonds distraits ou dilapidés. Un partenaire technique et financier qui s'engage actuellement, c'est parce qu'il sait que les fonds investis seront utilisés à bon escient. Il en a les garanties. Il en a les garanties et c'est ce qui caractérise cette gouvernance du président Patrice Talon. La crédibilité, la garantie offerte dans tous les domaines que la déception est hors de portée. Dans ces conditions, les gens sont rassurés. Depuis décembre passé, où les enseignants ont eu les arrêts salariaux, n'est-ce pas que vous les avez vus mieux portants? Certains, ils vont sourire. Certains ont commencé par mieux s'habiller. Leurs chaussures fatiguées ont été jetées quelque part. Ce sont de nouvelles chaussures que certaines personnes, certains enseignants utilisent désormais. De plus en plus, ils portent des cravates, de belles cravates comme vous. Non, l'un dans l'autre, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'optimisme est de mise dans le secteur et ça va continuer. C'est vrai que la question, quand on a une stratégie bien dessinée avec notamment des bonnes à atteindre, d'abord la bonne de départ, 11% pour ce qui concerne l'aspect technique et formation professionnelle, la bonne d'arrivée dans 70%. Une dizaine d'années, 70%. Quand on a tout ça, on demande alors l'état d'âme, bien évidemment, de la grande partie des parties prenantes, à savoir les enseignants. J'allais demander l'état des lieux, vous qui êtes d'ailleurs enseignant, l'état des lieux, ou plutôt l'ambiance dans ce monde-là. Est-ce que les gens sont enthousiastes dans les changements, les sacrifices peut-être qui aujourd'hui se consentent? Est-ce que les gens sont consentants? Est-ce qu'ils sont motivés? Vous avez sorti le mot, l'enthousiasme. Vous avez enthousiaste. L'enthousiasme. Et je vous prends au mot en disant, tout à l'heure, quand vous m'avez demandé combien de temps ça va prendre, c'est parce que même en vous, il y a une certaine impatience. Il y a une impatience légitime. Il y a une impatience légitime à voir cette stratégie nationale rapidement opérationnalisée. Simplement parce que un autre exploit, un exploit précédent du président Patrice Talon a suscité cette impatience légitime. Le projet asphaltage, beaucoup n'y croyaient pas. Les gens sont raillés. Les gens sont raillés sur ce projet. Les gens sont émis des railleries sur ce projet. Aujourd'hui, vous regardez à gauche et à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest, comment se présente notre pays. Attendez 6 mois pour voir. Donc, tout ce que le président Patrice Talon dit,
il le fait. La stratégie nationale, je l'ai dit, je vais répéter, la table ronde y afférente ne sera pas une table ronde de plus. Vous verrez très rapidement, les choses commencent à se mettre en place. Et en bon enseignant, j'ai parlé avec des collègues avant-hier et hier, et il n'y a aucun doute sur le fait que le secteur va connaître non seulement d'habitation, une nouvelle santé, une nouvelle beauté. Voilà. Si les enseignants sont, ou plutôt si nous demandons l'enthousiasme chez les enseignants, c'est parce que quand on parle de formation professionnelle, alors que la configuration actuelle fait de notre système éducatif un système un peu trop généralisé, ça risque de bousculer les emplois quand même. Hein. Si on passe d'un pourcentage important d'enseignants, de formateurs à caractère technique et professionnel, ça risque de bousculer les emplois. Comment est-ce que c'est prévu? Voilà, c'est une très bonne question. Disons d'emblée que personne ne sera lésé. Hein. Personne ne sera lésé. Les choses seront faites comme elles devront l'être, de telle sorte que les adaptations vont s'observer à l'aune des ajustements nécessaires. Avant de faire de l'omelette, il faut nécessairement casser des œufs. Les œufs seront cassés, mais l'omelette sera comestible pour tout le monde. J'ai parlé d'ajustement, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails ici, mais comme je l'ai dit, ce sont des cadres spécialistes de l'éducation à tous les niveaux qui ont conçu ce document. Le mécanisme de mise en œuvre est déjà bien outillé et l'œil vigilant du Conseil national de l'éducation, qui, on ne le dira jamais assez, est la vigie stratégique du secteur. Le CNE veillera à ce que rien ne soit fait à la légère et que tout soit fait, que tout se fasse comme cela devrait se faire, l'un dans l'autre. C'est pour rassurer qu'il n'est pas question, et il ne sera jamais question, de dire du jour au lendemain que les gens qu'on appelait les littéraires ou les généralistes soient voués aux gémonies d'une quelconque lubie lugubre. Il n'en est pas question. Les ajustements nécessaires vont être faits, et si c'est nécessaire, des reconversions vont être envisagées. Des reconversions vont être envisagées parce que l'unanimité est déjà faite. Quelle est cette unanimité? C'est que c'est pour le bien de l'apprenant que cette stratégie nationale a été ébranlée et est en train d'être mise en œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apprenants, ce sont vos enfants, ce sont mes enfants, ce sont leurs enfants. C'est pour eux que nous travaillons. C'est pour eux que nous nous levons très tôt pour venir chercher l'argent. Et on a un certain plaisir à les voir dépenser l'argent que nous avons souffert pour avoir. Simplement parce qu'on se dit que eux, c'est l'avenir. C'est le demain du Bénin. Dans ces conditions, qui peut œuvrer à ce que ce demain soit hypothéqué par des considérations égoïstes ou totalement narcissiques? Non. L'objectif est là. C'est le rayonnement du secteur de l'éducation au Bénin. Et par rapport à ça, tous les acteurs œuvrent vaillamment, vont œuvrer davantage vaillamment à ce que cet objectif soit atteint. Voilà. Il y a tout de même que vous avez à plusieurs reprises insisté sur la différence de cette table ronde-là, qui ne sera pas une de plus. Et vous faites bien parce que même les tables rondes délocalisées, avec toutes les promesses de milliards, promesses de mobilisation de fonds, on a déjà entendu ça, mais il a semblé que les choses n'ont pas suivi, les promesses n'ont pas tenu. Il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait en être autrement parce que les choses n'avaient pas été faites de cette manière-là. Les 323 milliards, ce n'est pas qu'on ira les chercher. Hein. Ils sont déjà là. Moi, j'ai suivi... C'est mobilisé. Comment c'est déjà là. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une promesse. Moi, j'ai suivi les interventions des têtes de file, de la tête de file de ces gens-là. C'est qu'ils sont déjà là, c'est-à-dire ils sont déjà prêts à commencer.
Donc ce n'est pas maintenant qu'on ira toquer aux portes pour dire vraiment, je peux avoir 2 milliards ici. Non, 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 c'est déjà là. C'est déjà là, simplement parce que la confiance est de mise. De telle sorte que, et je martèle, ça ne sera pas une table ronde de plus. Non. Cette époque est révolue. Les engagements ont été pris parce que c'est déjà là. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que cette table ronde-là, effectivement, le gouvernement a montré des signes d'importance qu'il taille, bien évidemment, à l'occasion. Ça a été d'ailleurs lancé, ouvert par le ministre du Plan. Qui n'est pas n'importe qui. Qui n'est pas n'importe qui. En tout cas, dans le giron à la fois des financiers, des partenaires techniques. C'est un grand monsieur. Oh, d'accord. Mais il y a quand même à se poser une question. Laquelle? Ça s'est fait comme si c'est orienté vers l'enseignement secondaire. Est-ce que le supérieur qui vous concerne plus est aussi concerné? Vous avez vu, j'ai souri franchement, j'ai même ri. Non, je l'ai dit à l'entame, le PAG, le programme d'action du gouvernement, n'a négligé aucun secteur. Aucun secteur. Et le secteur de l'enseignement supérieur n'a pas à noircir ou à pâlir des 322 milliards de la stratégie nationale. Avant de se coucher, il faut s'asseoir. Avant de se lever aussi. Et les choses sont faites avec méthode, étape par étape. C'est le secteur de l'enseignement technique et de la fonction professionnelle dont nous parlons ici. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y aura pas une table ronde sur l'enseignement supérieur si le besoin s'est fait sentir? Donc il y a aussi des stratégies en cours dans le domaine. Faites-nous des confidences. Non, je ne suis pas la voix prépondérante, je ne suis pas la voix autorisée. Tout ce que je sais, tout ce que je peux vous dire ici, pour la petite information que j'ai, c'est que la gouvernance du président Patrice Talon ne néglige aucun secteur de développement. C'est une gouvernance globale. C'est une gouvernance holistique, ou holiste, si vous voulez, c'est-à-dire c'est l'ensemble qui est privilégié pour le biais du particulier. À partir de cet instant, la patience est de mise pour faire les choses méthodiquement. Les choses vont être faites méthodiquement, comme elles sont en train d'être faites, pour le bien de ce pays qui en a grand besoin. Pour le besoin du pays, notamment des apprenants, des acteurs surtout, aussi, comme les enseignants. Vous avez... je ne vous coupe pas la parole. Parlons des apprenants, par exemple. Vous avez vu les merveilleux résultats qu'on a connus l'année passée, du fait d'une idée de génie, une idée opérationnalisée autrement, le programme des cantines scolaires. La façon dont ce programme est en train d'être mis en œuvre, on n'avait jamais vu ça. N'est-ce pas qu'il y a beaucoup plus d'engouement de l'apprenant maintenant à aller apprendre parce qu'il est sûr d'avoir au moins un repas chaud. Ce n'est pas négligeable. Je l'ai dit sur ce même plateau il y a déjà quelques mois. L'apprenant qui est assuré d'avoir un repas chaud, il se défonce. Et les résultats scolaires s'en sont ressentis immédiatement. Ça va continuer, simplement parce que c'est un programme merveilleux qui est mis en œuvre rigoureusement pour le bien de l'apprenant. Vous avez, c'est vrai, passé le temps avec nous à montrer aussi le fait que tout se fait autrement. Méthodiquement. Si, en journaliste, je vous dis quand même qu'il y a toujours parmi les acteurs, notamment les gens qui silencieusement expriment peut-être loin des caméras leur, je ne dirais pas frustration, mais quand même leur difficulté à vivre le domaine. Est-ce que vous le comprendrez? Oui, je le comprends aisément, simplement parce que l'unanimité n'est jamais faite dans un quelconque domaine social. Et ce domaine turbulent, parce que le secteur de l'éducation... Domaine des idées. Domaine des idées. Et quand les idées se brassent, quand les idées s'entrechoquent, il y a toujours des divergences. Et c'est ça qui est positif. Parce que c'est de cette divergence, c'est du choc. Il y a Nietzsche qui avait dit que c'est du choc des étoiles dont naissent les étincelles. Cette divergence-là, c'est très bien. L'idéal, c'est qu'elle se manifeste dans des critiques constructives. Ces critiques constructives vont permettre d'orienter les perspectives.
Moi, je n'ai encore jamais entendu le président Patrice Talon dire qu'il a la science infuse. Il n'a jamais dit qu'il a la totalité de la maîtrise des choses à faire. Il a de brillantes idées. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé à toutes les manifestations d'amélioration. L'essentiel, c'est qu'on ait comme objectif final le bien de ce pays, le Bénin, qui est le nôtre. À partir de cet instant, s'il y a des acteurs qui ne sont pas satisfaits, j'imagine un peu, si la bonne foi n'est pas présente et si c'est la mauvaise foi, ça va certainement être de ces acteurs qui, dans un passé plus ou moins récent, grignotaient, bouffaient les ressources du secteur. Ces vannes ont été vigoureusement fermées. C'est un peu comme les gens qui crient. Il n'y a pas d'argent dans le pays, parce que l'argent sale ne circule plus. Ces gens-là peuvent critiquer erronément. Mais les critiques de bonne foi, qu'elles se manifestent, ce pays nous appartient à tous. Les ajustements nécessaires vont être faits pour le bien du secteur. À partir de cet instant, moi, je ne suis pas du tout gêné qu'il y ait des grognements, qu'il y ait des divergences du point de vue. Au contraire, les actions que le président Patrice Talon mène sont de nature à susciter ces divergences, parce que c'est un monsieur qui aime la perfection. C'est un monsieur qui a du goût dans tous les domaines et qui veut que ce qu'il réussit soit toujours applaudi par tous. À partir de cet instant, moi j'estime que ces divergences vont contribuer à parfaire ce qu'il a l'intention de faire. Il n'y a rien d'inquiétant par rapport à ça. Et là encore, continuez en vous demandant, parce que vous avez parlé bien évidemment des frais injectés par Patrice Talon en décembre au profit. Oh, je t'assure des milliards, j'en ai bénéficié aussi. J'en ai bénéficié. Votre témoignage en tant que bénéficiaire et aussi la description que vous faites de ça ne fasse pas tout de même d'autres attentes nombreuses des acteurs de ce monde-là. Oui, et là, quand même, à poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, le calme n'est pas dû au fait quand même qu'il n'y a plus trop de marge de manœuvre en termes de syndicalisme bruyant? Oui, en fait, je vais vous appuyer dans ce sens en vous disant que le calme est bien présent simplement parce que les gens sont satisfaits. D'accord. Parce que, comme vous le savez, chacun ne gratte que la partie qui le démange. Chacun ne gratte que la partie qui le démange. J'ai dit, et c'est parce que j'y mets beaucoup d'emphase, les milliards libérés par le président Patrice Talon en décembre, n'est-ce pas que c'est ça qui a permis le paiement rapide de toutes les taxes? Par exemple, moi qui suis ici, j'ai très rapidement payé toutes les taxes liées à mes 2 véhicules. J'attends avec impatience de payer les vignettes parce que c'est en mars pour la visite technique. Je ne suis pas seul dans le cas, je n'ai pas la prépondérance par rapport à ça, mais je connais beaucoup d'enseignants, par exemple, qui ont profité de ça, qui ont fait la même démarche, de telle sorte que ce qui doit être payé, c'est-à-dire ils ont pris de l'État, ils ont avec grande allégresse donné à l'État ce qu'ils lui doivent à l'État. N'est-ce pas merveilleux ça? Que veut le peuple? C'est que le peuple ait son argent à dépenser à temps. Et c'est ce que le président Patrice Talon a fait en décembre passé. Bon, l'idéal aurait été, et c'est là où je suis un peu triste, l'idéal aurait été pour les enseignants, puisque c'est les deux dont nous parlons, comme ils avaient grogné, comme ils avaient manifesté leur mécontentement parce que l'argent n'était pas là, l'idéal aurait été qu'ils reconnaissent quand même au gouvernement l'effort fourni, comme on le dit en fond. Une marche de reconnaissance, par exemple. On va parler à une marche, mais un petit communiqué aurait fait l'affaire. Parce que, comme on le dit, à votre pas beau. À votre pas. Rien, je dis bien, absolument rien, n'obligeait le président Patrice Talon à libérer ces milliards. Mais l'État doit. En fin d'année, oui. Comment? C'est la gouvernance du président Patrice Talon qui a l'apanage dans ce domaine. Le gouvernement passé ne devait pas des milliards. La preuve, les milliards derrière salariés que le président Patrice Talon a payés.
Ce n'est pas lui qui les avait créés. Mais comme l'État a une continuité, un bon légaliste, il a payé. Donc moi, j'avais été un peu frustré. Je me suis dit, bon, l'ingratitude, c'est pas bien. Quand vous critiquez quelqu'un parce qu'il fait mal, quand il fait bien, il faut le dire. Je vais en profiter pour aussi aborder le projet asphaltage. Quand l'État a bon droit à récupérer son espace illégalement occupé par une certaine gouvernance. C'est vrai qu'on se Les gens avaient beaucoup crié, on avait pourfendu le président Patrice Talon, on avait vilipendé sa gouvernance et tout. Mais quand les choses ont commencé par être mises en place, le projet, je veux parler du projet asphaltage, des hangars, de marchés modernes qui sont déjà érigés, aller derrière le ministère de la Défense nationale au champ de foire, en face du Codiam, vous voyez tous ces hangars d'œufs qui ont été créés. N'est-ce pas que c'est pour installer les gens en attendant de poursuivre les travaux? Et ce n'est pas seulement à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Nos politiciens verbeux, braillards ou brailleurs, ils n'ont plus rien dit. Mais non, une certaine opposition systématique qui frise la mauvaise foi ne fera jamais ça. Et c'est ça qui est un peu regrettable. Bref, l'un dans l'autre, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte, que les gens se félicitent. Le président Patrice Talon, non, d'ailleurs, il n'en a pas vraiment besoin. Lui, il est droit dans ses bottes. Concentré dans ses stratégies. Concentré dans ses stratégies. Il sait là où il va. Et nous, on est derrière lui. Vous promettez alors, après le constat d'une stratégie nouvelle qui vous séduit sans limite, et aussi après on va dire, cet accompagnement total des partenaires, vous promettez, on va dire, une école, une fois encore nouvelle, après celle que nous, on n'a pas eu la chance de vivre. Bon, moi, j'ai peut-être un certain mérite, j'ai connu cette école nouvelle dont vous parlez. Et je suis donc mieux placé pour dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le secteur de l'éducation au Bénin. Avec le Conseil national de l'éducation qui a été mis en place et cette stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le domaine. Et comme je l'ai dit, c'est un domaine propulseur de développement. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'enseignement supérieur. Je continue de sourire. En tout cas, tout sera fait à temps pour le bien des bénéficiaires afin que notre pays en tire le meilleur parti parce qu'il en a besoin. Le Bénin est déjà révélé. Je l'ai dit dernièrement. Le Bénin est déjà révélé. Le président Patrice Talon, il disait qu'à la fin de sa gouvernance, il sera révélé. Il est déjà révélé. Il est déjà porté en triomphe parce qu'il n'a pas encore fait 4 ans, mais il a déjà brillamment réussi. Il va réussir davantage. Par rapport à ça, comment ne pas continuer de supporter une pareille gouvernance? Comment ne pas continuer de supporter un visionnaire pareil, un monsieur totalement altruiste? Parce que je l'ai toujours répété, lui, le président Patrice Talon, il n'est pas venu au pouvoir pour s'enrichir. Il était déjà multimilliardaire. Comme on le dit en fond, au Gorkocho Giwa Rondo. Lui, il était déjà rassasié avant que la vendeuse d'Akassa ne vienne. Donc, il ne fait rien pour lui-même. Il fait tout pour nous, il fait tout pour ce pays, pour le devenir de ce pays. Dans ces conditions, il faut être vraiment de mauvaise foi, caractérisé, pour ne pas le supporter. Mais je sais qu'il y a plein de Béninois objectifs. Il y a plein de Béninois normaux qui le soutiennent de plus en plus parce que convaincus du bien fondé de tout ce qu'il fait si bien. Ceux qui ne supportent pas ne sont pas anormaux, non? Bon, moi, en fait, je vais simplement dire que ceux qui ne le supportent pas sont des Béninois autrement réglés. Je ne veux pas dire déréglés, je n'ai pas dit déréglés, c'est autrement réglé. Parce que, comme je l'ai dit, chacun ne gratte que la partie qui le démange.
Chacun ne regarde que la partie qui le démange. Et ce n'est pas parce que quelqu'un te gratte mal et qui te veut du mal nécessairement, non. On peut te gratter et tu vas sentir un peu de douleur, mais la jouissance vient après. On n'est pas sadomasochiste, mais la douleur est toujours porteuse de jouissance dans tous les domaines. C'est vrai que nous avons eu à plus de deux fois eu la chance quand même de vous écouter quand vous n'étiez pas encore dans l'appareil d'État. L'opinion n'était pas si différente que celle d'aujourd'hui. Vous êtes toujours dans la séduction d'un Patrice Talon que vous considérez comme altruiste, stratège, mais surtout qui se dérange pour rien parce qu'il n'a rien aujourd'hui à gagner. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Il avait tout. Mais vous qui êtes quand même enseignant-chercheur à l'université, de ces grands hommes que vous côtoyez, est-ce que des opinions comme la vôtre sont nombreuses? Des enthousiasmes comme le vôtre sont nombreux à l'égard de la gestion actuelle et de Patrice Talon? Bon, disons que c'est avec un peu de tristesse que je vais le répéter. Je me suis fait beaucoup d'ennemis, c'est très clair. Dans cet engagement-là? Je me suis fait beaucoup d'ennemis dans mon engagement rupturien qui remonte à 2015. Avant l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. Je me suis fait beaucoup d'ennemis et puis bon, Dieu m'est témoin. Je ne dis pas que c'est ça qui est à l'origine de ça, mais j'ai même enterré une filleule, c'est-à-dire j'ai perdu une filleule dans ce combat. Je ne dis pas que c'est ça qui est ça, parce que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la reprend. Mais dans ce combat, je ne peux pas dire que ça a été de tout repos, mais c'est ça qui a plutôt donné l'engouement nécessaire, l'engagement absolu, parce que nous sommes qui? Nous ne sommes que de simples contributeurs à l'écriture de l'histoire. Même si dans 20 ans, dans 30 ans, je ne suis plus là, nul n'est éternel, on saura quand même, on dira quand même qu'il y a eu un petit Gilles Goyi qui est passé à tels endroits pour dire par exemple que Patrice Talon c'est un don de Dieu pour le Bénin. À partir de cet instant, ma petite personne ne compte pas. Supporter Patrice Talon, supporter le développement, parfois a un prix à payer. Oui, c'est absolument nécessaire et j'en suis parfaitement conscient. J'ai dit que je me suis fait beaucoup d'ennemis. Certains amis d'hier sont devenus, bon, je ne veux pas dire ennemis, des adversaires farouches. Et, bon, vous les appelez, ils ne répondent même plus. Bon. Vous le regrettez? Disons que j'ai un peu d'amertume. Je ne le regrette pas. Je ne regrette pas. Je ne regretterai jamais mon engagement rupturien. Mais moi, j'ai toujours été un peu naïf. J'avais toujours pensé que les considérations égoïstes doivent s'effacer devant les nobles causes. Et que nous devons tous aimer ce pays. Mais je me rends très facilement compte que le pourquoi lui et pas moi, pourquoi est-ce que c'est moi qui vais parler de ci, parler de ça, ça prédomine encore. Bon, moi je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Je suis de naturel totalement optimiste et je sais que tôt ou tard, ces gens-là vont comprendre le bien fondé de l'action du président Patrice Talon. Pour conclure, vous voulez savoir si au niveau des enseignants du supérieur, il y a des adversités. Je n'ai pas le droit de juger quelqu'un. C'est Dieu seul qui juge et je lui demande tous les jours de me juger par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je fais, parce que moi, je ne fais que contribuer à l'écriture de l'histoire dans mon pays, à savoir dire vrai et posément ce qui est vrai et positif. À partir de cet instant, je n'aurai jamais de cesse de parler positivement de tout ce que le président Patrice Talon fait qui est positif et qui contribue au développement de ce pays qui en a grand besoin. Si depuis 2015 vous avez eu des ennemis, vous avez un peu de la peine à en parler
il est de bon ton qu'au fur et à mesure que Patrice Talon marque les esprits avec ses réalisations, que vous ayez aussi des amis. Absolument. Même le président Patrice Talon qui est là, il avait des ennemis farouches. Aujourd'hui, ce sont ses partenaires, ses soutiens. Voilà, des ennemis farouches. Aujourd'hui, certaines barrières tombent, certaines positions tombent. Des gens qui le critiquaient avec virulence dans un passé récent, ayant mieux compris ce qu'il fait, sont en train de faire mandat honorable maintenant. Non, tout est dynamique dans la vie. La vie, elle est essentiellement dialectique. C'est justement pour ça que après le jour, il y a la nuit. Après la nuit, il y aura le jour. C'est un cycle, c'est une alternance permanente. La dialectique, l'interaction permanente. À partir de cet instant, moi, je suis indulgent pour mettre sous le sceau de l'incompréhension, sous le sceau de la méconnaissance, les positions négatives, tranchées ou non, mais de nature à ne pas permettre le franc déploiement des efforts de développement. Mais bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que les promoteurs de ce développement soient convaincus des choses à faire dans la concorde civile. J'insiste sur le mot, la concorde civile, dans la concertation. C'est pour ça que la stratégie nationale dont nous parlons a brillamment réussi. Aucun acteur n'a été négligé, aucune voix n'a été bafouée, de telle sorte que c'est dans l'enthousiasme que la table ronde s'est déroulée. Cette conclusion-là, il y avait une nécessité de changer les choses. Il y a eu des réflexions, une stratégie mise en place, une table ronde notamment, qui a donné à l'État les moyens de passer à l'action. Aujourd'hui, voilà. L'État béninois donc a les moyens pour passer à l'action dans la formation professionnelle. Absolument. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'optimisme est de mise, fondamentalement. Pas seulement dans ce domaine, dans tous les domaines, avec cette gouvernance-là. Parce que c'est une gouvernance qui rassure. C'est une posture rassurante de gouvernance. Parce que le tenant de cette gouvernance est crédible et tout à fait fiable. À partir de cet instant, moi je bois du petit lait. Je bois du petit lait. C'est très agréable de savoir que c'est ce monsieur qui est aux commandes des destinées de ce pays. Comme je l'ai toujours dit, nous allons continuer de le supporter en priant avec ferveur pour sa bonne santé permanente, parce que c'est un monsieur qui a de la vision, et aussi longtemps qu'il aura la santé, et il aura, ce pays va être davantage positionné au concert des grandes nations. Parce que c'est une grande nation, le Bénin. Petit détail, mais énorme et dense de potentialité intellectuelle et humaine. C'est une densité. Le Bénin est une densité. Et le Béninois normal est aussi une densité. Une densité qui se matérialise aisément en efficacité pour muer très facilement en efficience, c'est-à-dire l'efficacité à moindre coût. Parce que le Béninois, quand il est convaincu, il s'engage volontiers et c'est ce que nous observons actuellement. Cet attachement-là, ce soutien constant depuis peut-être 2015 à aujourd'hui n'a aucune arrière-pensée politique, aucun projet politique derrière Gilles Gouy. Il ne m'était jamais arrivé. La preuve, on peut vérifier aisément. Il ne m'était jamais arrivé à l'esprit d'être directeur adjoint de cabinet quelque part. Ce 11 décembre, c'est un jeune collègue, Atodjine Candide, qui m'a appelé pour me dire félicitations. Je dis félicitations par rapport à quoi? Vous n'êtes pas consulté? Mais comment? Et on n'a pas besoin de me consulter avant de me confier une mission de ce pays. Parce qu'on sait qu'à tout moment, je suis prêt. Donc, c'est ce jeune collègue qui m'a dit félicitations. Je dis, c'est quoi? Je dis, comment?
Faux, et vous n'avez pas vu le réveil du Conseil des ministres. Je dis, je suis venu depuis le matin, il y a un travail urgent à faire. Je n'ai pas encore lu les journaux. Il dit que lui, là, le réveil du Conseil des ministres, il attend qu'il va me le lire. Donc, c'est lui qui m'a lu ça. Je dis, ah bon, tu es agent du cabinet. Oh, qui suis-je, moi, pour avoir une si grande importance? J'ai adressé une prière silencieuse au bon Dieu, merci mon Dieu. Si tu estimes que je peux être là, j'ai dit, merci mon Dieu, c'est parce que tu as estimé que je peux être là que je suis là. Aide-moi à ne pas décevoir, à réussir ma mission. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Je n'ai jamais démarché. Et mon soutien est inconditionnel, comme vous l'avez dit. Il n'est pas, on va dire, conditionné à une signature auprès d'un bloc ou quelque chose comme ça? Non, mon ami André Dossa de Canal 3, que je salue au passage, il m'est témoin. Nous avons commencé ce combat il y a longtemps. Et parlant de bloc, je ne suis qu'un bon citoyen. J'irai voter, j'ai toutes mes cartes, mais dire que j'ai une carte de tel bloc, j'ai mes convictions, j'ai mes sympathies. Ces sympathies-là se reconnaissent. J'ai mes sympathies. Bon, ça dans ma position, je ne me vois pas dire je suis membre de tel bloc, non. Le président Patrice Talon, il sait que je suis un Béninois convaincu, un reptilien important. Et ça s'arrête là. On va conclure avec vous l'entretien. Votre conclusion. Merci beaucoup. Ma conclusion, je l'avais commencé. C'est-à-dire que j'ai toujours prié, j'ai toujours demandé au bon Dieu de faire en sorte que tous les Béninois aient ma conviction. C'est-à-dire tous les Béninois soient optimistes comme moi pour le succès du président Patrice Talon. Moi, je n'ai aucun doute à ce niveau. Il fait bien, il va continuer de faire bien. Nous allons continuer de le supporter. Nous allons continuer de prier pour lui. Parce qu'il a besoin de nos bénédictions, parce qu'il a besoin de notre soutien. C'est ce soutien qui va lui permettre de réussir brillamment ce mandat finissant pour commencer allègrement le second. Je l'ai dit dernièrement, pour qu'on commence allègrement le second, parce qu'il a encore trop de choses à finir pour qu'on le laisse partir. Il doit faire un second mandat pour parfaire le projet asphaltage, pour nous aider à réussir la seconde phase de la route des pêches et finir de faire du Bénin un Eldorado de tout le Bénin. J'insiste bien de tout le Bénin parce que je l'ai dit à l'entame, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aucune contrée du Bénin n'est épargnée et nous avons le droit, nous avons le devoir de prier pour que ce monsieur qui a de la vision pour ce pays, pour ce monsieur qui a révélé le Bénin, qu'il le révèle davantage pour le bien de ce pays qui en a grand besoin. Donc je vous remercie très sincèrement encore une fois de l'invitation. Je serai toujours disponible à répondre à vos invitations parce que c'est toujours un plaisir d'être avec vous. L'activisme politique, mais l'activisme des politiques de développement, bien évidemment, oblige même, directeur adjoint de cabinet, vous nous témoignez et vous renouvelez votre disponibilité et Dieu sait que nous allons vous bousculer à cette bousculade-là que nous faisons quand nous avons besoin d'informations ou d'éclairage. Amis téléspectateurs, vous l'aurez remarqué, nous avons eu droit à un Béninois optimiste, à un Béninois extrêmement optimiste en voyant bien évidemment ce que Patrice Talon fait. Et d'ailleurs, avant même son avènement, il a dit qu'il était sûr que Patrice Talon était une chance. Comme là, Gilles Espédi Goyi, merci de cette disponibilité-là. Merci à vous. Merci à vous. Amis téléspectateurs, bon dimanche. Les programmes sur Télé se poursuivent et après nous, un autre programme politique va suivre. Bon dimanche à vous.